Donc Guillemette Rabin, directrice adjointe de la DDCS 21. Voilà, de la direction ça marche là. Oui, la direction départementale de la cohésion sociale du département. De la Côte d'Or. Voilà, donc dans le cadre des perspectives, puisque c'est notre dernière séquence sur la question du logement inclusif, là, moi, je vais vous présenter en fait la dynamique de l'État. Puisque effectivement, on l'a vu aussi, ça a été dit ce matin en introduction, la question du logement inclusif, maintenant, elle irrigue en fait tous les secteurs, à la fois donc la question de l'hébergement, du continuum hébergement, du parcours résidentiel des personnes précaires, mais également dans le champ sanitaire et également médico-social. Alors, hop, c'est là. Oui, voilà. Donc, vous serez, c'est vrai un peu attentif parce que je vais parler du logement d'abord et de un chez-soi d'abord. Le chez-soi d'abord étant un dispositif de la politique globale du logement d'abord. Donc déjà, je vais vous présenter le logement d'abord, le plan quinquennal logement d'abord. Déjà, il part d'un constat, de plusieurs constats d'échec et d'impasse. Déjà, j'ai mis au début pour évacuer la question, comme ça c'est fait, la question des coûts, des coûts d'accompagnement sociaux, parce que les gouvernements successifs ont fait le constat qu'on mettait de plus en plus d'argent pour héberger des personnes, mais qu'au final, on répondait véritablement pas à leurs problématiques et que finalement, ça ne répondait pas de manière structurelle à la question du sans-abrisme. Sachant qu'en France, on a, au dernier recensement de l'INSEE, donc ça a dû s'aggraver depuis, notamment du fait de la crise migratoire, mais on recensait en 2015 à peu près 154 000 personnes à la rue, 600 000 en Europe. Donc vraiment, la question du sans-abrisme reste cruciale en permanence. On avait aussi le constat qu'on continue à créer de l'hébergement, on continue à créer du logement adapté, mais finalement, à peine créé, c'est déjà saturé. Et puis, la question du coût, j'en ai déjà parlé ensuite. Et en réponse, alors les deux derniers gouvernements se sont penchés sur la question, déjà avec Benoît Apparu entre 2010-2012, et puis ensuite le nouveau gouvernement, sur la question du changement d'approche et de partir aussi, comme on l'a dit toute la journée, sur le principe que finalement, le logement est le lieu d'inclusion. C'est le facteur clé. Le facteur clé, voilà, le premier point pour permettre aux personnes de s'insérer. Donc on a remis aussi un peu en cause vous savez, ce qu'on appelait souvent la question de l'escalier, c'est-à-dire que d'abord la personne devait entrer en hébergement d'urgence et puis ensuite stabiliser et ensuite en hébergement d'insertion pour seulement un peu l'espèce de Graal, l'aboutissement, accéder au logement avec le un chez soi d'abord dont je vais parler tout à l'heure. La dynamique a été inversée, c'est partir du principe que toute personne a une capacité à habiter, à condition bien évidemment de disposer de l'étayage de l'encadrement social, mais également médico-social et sanitaire qui vont bien. Le dispositif donc déjà le logement d'abord s'appuie sur d'autres expériences qui ont eu lieu en Europe, en Finlande, souvent les pays du nord nordique. De l'Europe, oui voilà, sont souvent en avance. La Finlande, les Pays-Bas, Danemark et l'Irlande. Et puis donc là, je vais passer sur la question du un chez soi d'abord, qui est vraiment un des dispositifs spécifiques. Il faut que ce soit que j'appuie. Voilà. C'est bien ça. Je suis mal placée, c'est quand même pas. Bah oui, mais ça vous permet quand même, avec un effort, mais de pouvoir c'est quand même vous consacrer. Bah oui, c'est eux les plus importants. Donc sur la question du chez soi d'abord. Alors là, pour le coup, c'est un modèle, le Housing First, ça a été évoqué tout à l'heure, un modèle américain testé aussi au Canada. L'idée, c'est d'aller chercher les personnes qui sont les plus éloignées du logement, notamment souffrant de troubles psychiques et d'addiction. Souvent, les deux étaient cumulés. Et de les accompagner vers un logement qui est un logement que les personnes ont choisi
et les personnes qui acceptent aussi et qui adhèrent évidemment à leur accompagnement, mais qui créent l'accompagnement en fait, qui le constituent avec les personnes autour d'elles, qui interviennent autour d'elles. Et avec aussi la question d'une équipe pluridisciplinaire qui intervient presque à la demande en fait. Donc on n'attend pas non plus de la personne qu'elle suive particulièrement un traitement. En fait, on prend la personne telle qu'elle est et on construit autour d'elle des liens, un accompagnement. Donc ça a été mis en place en France dans 4 villes, dont Lille. Donc je suis d'accord sur le constat qui est fait que dans le Nord, il y a effectivement de belles expériences qui ont lieu sur ce sujet. Donc il y avait Paris, Marseille, Toulouse et Lille, donc des grosses métropoles. L'idée, c'était donc, je l'ai dit, le public cible, les personnes sans abri souffrant de troubles psychiques sévères et d'addiction qui avaient un très fort besoin d'accompagnement. On a donc la première expérimentation a concerné 700 personnes. Et fin 2015, le bilan de l'expérimentation a été fait et donc il est évidemment positif puisque en décembre 2016, un décret a décidé d'étendre, alors ce qui n'est plus une expérimentation, mais qui est maintenant un dispositif qui est le chez-soi d'abord. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, avec l'ARS, on a décidé de se porter candidat pour qu'il y ait un dispositif qui soit déployé dans la région. Alors, ça n'a pas été forcément facile de convaincre la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accueil des personnes sans logement mal logées, la DIAL, parce qu'ils considéraient que nos grandes villes, Dijon ou Besançon, n'avaient pas forcément la file active, j'allais dire, ou un nombre suffisant de personnes pour entrer dans le dispositif, puisque le cadrage national, qui pour le coup est un peu rigide quand même, tourne autour de 95 à 105 personnes. Mais bon, on est un peu là en attente de la décision. La commission régionale de validation des projets se réunit très bientôt et a priori les deux projets ont dû convaincre au moins sur la capacité d'avoir la file active nécessaire. Je me suis un peu perdue dans mon PowerPoint, mais ça ne doit pas être bien grave. Voilà, dans le cahier des charges, quelques éléments. Donc, c'est l'accès direct au logement depuis la rue, les équipes pluridisciplinaires, j'en ai parlé. Évidemment, la question de l'aller vers, puisque l'accompagnement se fait au domicile, dans le logement des personnes. On a donc une chose importante qui a été assez peu évoquée dans la journée, c'est le développement. On s'appuie beaucoup sur la paire aidance, paire, P-A-I-R, aidance, donc le fait des personnes qui ont vécu la situation et qui font partie intégrante de l'équipe pluridisciplinaire qui intervient auprès des personnes. Des fois, en termes de médiation, de compréhension, peut-être aussi des fois de décompensation, d'échecs qu'il peut y avoir aussi. Et ces personnes sont très très utiles pour bien comprendre les différentes étapes que rencontrent les personnes qui se stabilisent dans le logement. Voilà, on a effectivement séparé dans l'idée la question du logement et du traitement. Et puis, les soins sont orientés aussi par la personne sur le rétablissement, la réduction des risques et des dommages. Il y a toute une palette de services qui est mise en place. Et puis, voilà, les maîtres mots, c'est la complémentarité, le décloisonnement et l'évolution des pratiques. Un des apprentissages aussi qu'on a, c'est le fait que la personne doit avoir le choix de son logement, qu'on peut accepter qu'il y ait des échecs. C'est-à-dire que la personne, elle peut même avoir le droit d'ailleurs de dire ce logement-là, il ne me plaît pas, il ne me plaît plus, je veux changer ou je sors du dispositif.
Donc ce droit à l'erreur qui est très important, et puis toujours remettre au cœur du dispositif les capacités de la personne. C'est-à-dire vraiment le moteur principal, c'est la personne elle-même et sa capacité à se sortir de la situation. Non, juste sur l'expérimentation 2011-2015 qui a porté sur 700 personnes, vous avez quand même analysé les résultats. Oui, c'est vrai. Alors, donc, dès la fin de la première année, alors oui, l'étude, c'était une vraie étude scientifique avec une partie dans le dispositif et puis une partie hors dispositif. Comme ça, l'approche a pu être vraiment scientifiquement analysée. Donc, il apparaissait que dès la fin de la première année, 80% des personnes qui étaient rentrées dans le dispositif et qui étaient encore dans leur logement, et c'était 85% à la fin des 2015. Voilà. Sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Donc quand même, ça démontre le fait qu'en plaçant la personne au centre de tout un dispositif... ça marchait, et puis ça marchait aussi au niveau des symptômes des personnes, pas uniquement le fait de le maintenir dans le logement, et puis aussi sur l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes qui a aussi été parfaitement constatée, d'où le développement, le déploiement du dispositif. Alors on va élargir après vos propos, hop, on va relever ça, et avoir d'autres intervenants que je vais convier à nous rejoindre. On reviendra après sur votre propre présentation, mais je vais vous demander de passer le micro qui est là-bas à Anne-Laure Moser-Moula, directrice de l'autonomie à la ARS Bourgogne-Franche-Comté. Comment vous analysez, vous, le contexte autour de cette problématique ? Vaste question. Oui, c'est pour ça. Alors, je ferai aussi écho de ce que j'ai entendu au cours de la journée. Là, on a bien vu chez soi, on est plutôt sur un public en grande précarité, avec de l'addiction, problèmes de rue. L'habitat inclusif, on est déjà sur des publics qui sont déjà accompagnés dans le secteur médico-social, qui ont déjà un accompagnement. Donc, dans tous les cas, l'objectif est le logement et l'habitat. Donc, comme l'a dit ma collègue, on est vraiment dans l'aspect inclusion, les gouvernements successifs, et puis donc, le mouvement général, c'est bien la place des hommes et des femmes que nous sommes dans la société, qu'on soit atteint de pathologie, qu'on soit différent, qu'on soit avec un handicap ou pas. En tous les cas, c'est son droit au logement. Alors, on a différents dispositifs du coup qui arrivent un petit peu sur le secteur, qui s'appuient en fait sur l'histoire. Donc, à la fois, on va avoir des créations vraiment de structures, nouvelles, des expérimentations. Mais on part pas de rien. On voit bien qu'il y a des conseils départementaux qui avaient déjà été dans l'innovation. On l'a vu sur d'autres départements en France, mais moi je voulais souligner le département notamment de Lyon que je connais bien, où depuis presque 20 ans, en fait, c'est un foyer de vie mais complètement différent, puisqu'en fait, ils habitent tous en appartement, en colocation. Ils viennent en journée rencontrer des éducateurs, manger, mais ils sont bien autonomes et ils ont bien leur logement. Et donc, c'est Espérantione. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres expériences d'expériences c'est même pas des expériences, de façon de vivre. Des réalisations. Voilà, on est vraiment sur comment, dans le secteur médico-social, les gestionnaires ont voulu proposer un accompagnement différent ou classique à leurs résidents. Mais tu reviendras peut-être, Jérôme, dessus. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'agence s'est totalement inscrit forcément dans les propositions gouvernementales. Donc, le projet régional de santé reprend bien cette thématique de l'inclusion. Donc, il y a le logement, mais il y a aussi la scolarité, l'insertion professionnelle, la culture, le sport. C'est pour ça que nous avons effectivement déployé l'année dernière, mais les personnes qui ont participé à la première partie de réunion l'ont bien évoqué. On a fait un appel à candidature. Donc là, c'était une instruction très cadrée, où on nous disait qu'on pouvait déployer dans les régions donc un projet d'habitat inclusif. Donc ça fait pas beaucoup. Avec 60 000 €, ça fait pas beaucoup, et ce n'est pas des crédits pérennes. Donc effectivement, se pose la question de la pérennité de ces projets. On a reçu 18 projets sur la région Bourgogne-Franche-Comté. On pouvait en financer un pour 2017, puisqu'on avait les crédits pour 2017, et un pour 2018, puisqu'on savait qu'on aurait les crédits de 60 000 € pour 2018. Donc on a retenu 2 projets, 2 qu'on a vu présenter, et puis on a souhaité soutenir 2 autres projets qui avaient vraiment retenu notre attention, et on les a financés sur des crédits non reconductibles. Mais se pose bien la question de la pérennité de ces 4 expérimentations.
Donc aujourd'hui, la loi Elan, dans son article 45, parle de l'habitat inclusif, et donc normalement, le projet de loi de finances devrait être impulser et parler de pérennité, avec peut-être un financement via des dispositifs que nous avons en commun, conseils départementaux et agences. Bon, on ne va pas rentrer dans la technicité, mais nous devrions voir au moins sur la pérennité du poste de coordonnateur, parce que c'est ça en fait. Alors sur la PCH, c'est aussi une question, mais je crois au moins que ce poste de coordonnateur puisse persister. Donc sur les 4 expérimentations en Bourgogne-Franche-Comté, il y aura une évaluation d'ici la fin de l'année, parce que c'est important aussi qu'on évalue quelles personnes ont été accompagnées, pour quel projet, est-ce qu'il y a bien une articulation avec les SAVS, c'est pas la peine de faire doublon, on est bien sur des logements tremplins, et voilà, l'habitat inclusif, c'est bien le tremplin. Donc j'entendais tout à l'heure aussi des modalités... je passerai la parole à mes collègues pour pas être trop long. Ah non, bien, voilà. Sur les modalités où ça peut être aussi un choix, et du coup, de rester dans ce logement collectif. C'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on travaille aussi, en lien avec les conseils départementaux et les acteurs, sur la transformation de l'offre. C'est-à-dire, c'est bien aussi les gestionnaires médico-sociaux qui, quand ils ont un foyer de vie, comment on peut innover et proposer d'autres accompagnements que dans des murs avec 60 personnes. Voilà. C'est travailler aussi le hors les murs autrement. Et on peut avoir différents projets, et c'est bien la discussion qu'on entame avec des gestionnaires sur effectivement, je peux proposer vraiment du foyer, mais je peux aussi proposer avec mes équipes médico-sociales de l'accompagnement en ville ou périurbain ou en rural, mais avec des logements plutôt à 2 ou 3, parce que c'est le projet de la personne, et on part toujours du projet. On parle plus de place, de parcours. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et qu'est-ce que le gestionnaire peut lui proposer. Vous apporter pour... Alors après, ça demande effectivement beaucoup plus, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'on s'adapte en permanence. Parce que, juste encore un mot, vous m'avez dit l'autre jour, pour le moment, on n'a pas l'État n'a pas une grande visibilité sur... Parce que 60 000 euros, je veux dire, c'est même pas un poste. On a parlé d'investissement, on a parlé... alors effectivement, c'est des projets sur l'habitat inclusif qui va demander des partenariats. Mais ça fait pas tout. On a besoin de financement, donc c'est de travailler autrement, même pour les ARS. C'est de travailler aussi avec les acteurs, coordonner nos politiques, nos actions. Donc effectivement, on a essayé au mieux d'accompagner. La visibilité, je l'ai pas. J'attends la loi de finances en espérant que ça soit Et puis la pérennité vraiment. C'est le grand point d'interrogation. La loi Elan, dans sa nouvelle mouture, qui a fait l'objet... C'est l'article 45 de la loi Elan où il y a le dispositif habitat inclusif. Absolument. Mais déjà, il y a eu une navette entre la Haute Assemblée, etc., pour revoir le seuil plus largement des 10%, le seuil des 10% de logements, etc., etc. Eh bien, vous l'avez dit, vous pouvez passer le micro à Jérôme Pellissier. L'action du département de la Côte-d'Or dans ce domaine, on peut dire qu'elle n'est pas récente. Oui, on peut dire ça. Je pense que moi, j'étais venu surtout aujourd'hui pour entendre des expérimentations des autres départements, voir un peu ce qui se passe ailleurs. J'espère que, à travers les quelques expérimentations, ou en tout cas des modalités de prise en charge, d'accompagnement, des témoignages, de ce qui se passe en Côte-d'Or. Vous avez vu qu'il se passait aussi des choses dans ce département. On a beaucoup parlé du Nord, beaucoup parlé du Sud, mais en Côte-d'Or, il se passe aussi beaucoup de choses. Entre les deux. On est entre les deux, donc voilà. Oui, effectivement, l'engagement du département, il est ancien sur la notion de domicile et sur la notion de service, puisque le département de la Côte-d'Or a une tradition assez ancienne sur le développement des services d'accompagnement à la vie sociale. Je regardais tout à l'heure dans les chiffres, en SAVS et en SAMSA, ça représente quand même 30% de l'offre médico-sociale, donc c'est quand même pas négligeable. Et nous, on peut dire que c'est une des spécificités de la Côte-d'Or. Les SAVS ont été développés assez tôt. Alors, quand on parle de SAVS chez nous, c'est des SAVS généralistes, et ils ont été rejoints ensuite plus récemment par un SAMSA, donc le SAMSA Trait d'Union, qui est porté par le CHS de la Chartreuse notamment, et puis une association qui lui s'adresse plus spécifiquement aux personnes handicapées souffrant de handicap psychique. Mais ce qu'on a souhaité faire nous, c'est mettre en lien le SAMSA avec les SAVS, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une offre coordonnée
qui propose une intervention sur l'intégralité du territoire. C'est très important pour nous d'avoir cette vision-là de couverture territoriale et de ne pas morceler les interventions, d'avoir une vision vraiment globale des choses. Alors, donc il y a des liens aujourd'hui très forts entre le SAVS et le SAMSA, plus spécifiquement sur ce public dont on a parlé. Vous avez une approche, le département a une approche très collective. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas morceler les interventions, de ne pas avoir une entrée trop stigmatisée par type de handicap, mais d'avoir une approche globale du handicap, sans nier néanmoins les spécificités. C'est la raison pour laquelle les SAVS ont cette vocation généraliste, mais au sein, on va dire, de ce dispositif départemental SAVS-SAMSA, on a quand même une entrée plus particulière sur les SAMSA à destination des personnes en handicap psychique. Ce matin, nous avons vu et partagé le projet ICAR. Oui. Là encore, c'est un bel exemple de ce qu'on a su faire, comme le disait M. Soloni tout à l'heure, à titre expérimental pendant peut-être trop longtemps. On a fini enfin par trouver une piste d'atterrissage juridique, je dirais, pour le foyer, mais qui conserve cette vocation d'innovation. Et c'est ce qui m'intéresse aussi de démontrer que l'habitat inclusif s'est présenté comme quelque chose de nouveau, de moderne, mais ça existe déjà depuis très longtemps. Et surtout que le secteur médico-social lui-même, qui peut être parfois vu comme le garant d'un modèle un peu ancien, a su beaucoup se diversifier dans un cadre qui peut apparaître un peu plus contraint, mais qui néanmoins a le mérite d'être financé. À travers l'ensemble des expérimentations qu'on a pu voir ce matin, on voit bien que le nerf de la guerre, évidemment Anne-Laure en a parlé, c'est la question du financement. Et les projets, les établissements, les services médico-sociaux disposent de ce financement proposé par le département à travers l'aide sociale départementale. Alors, c'est pas forcément le levier de financement le plus souple, l'aide sociale départementale. Là, je ne vais pas rentrer dans la technique non plus. Ceux qui connaissent ont peut-être voient de quoi je veux parler. Néanmoins, c'est un financement qui, lui, est pérenne et qui peut garantir de conduire malgré tout des innovations. Quel modèle économique arriver à mettre en place ? Alors là, c'est la grande question. Je pense qu'Anne-Laure a renvoyé à la loi de financement de la sécurité sociale. Je pense que c'est une des pistes. Aujourd'hui, on voit bien que le modèle de l'habitat inclusif n'est pas financé en tant que tel de manière pérenne. Je pense qu'à travers de nombreux témoignages dans la journée, ça sort un petit peu en filigrane. On a le financement du conseil départemental à travers l'aide sociale, j'en parlais tout à l'heure. On peut solvabiliser les personnes à travers la prestation de compensation de handicap, mais ce n'est qu'une modalité dérogatoire, parce que certains d'entre vous l'ont dit, la PCH est individuelle, oui. Et elle ne peut être mutualisée que par dérogation. Il faut que les personnes acceptent de mutualiser, et pour une partie seulement. Donc c'est extrêmement limitatif. Et puis on tord un peu l'esprit de la PCH initiale quand on la mutualise de cette façon-là. Dans notre département, et la MDPH en particulier, est aux côtés des opérateurs, des porteurs de projets, justement pour trouver les moyens de financement les plus adaptés, y compris en utilisant cette PCH. Mais ce n'est pas la vocation initiale de la PCH que de financer ce type de solution. Ah ben, c'est une vraie table ronde. Hein. Et puis si une des personnes s'en va, puisque c'est l'objectif, qu'elle devienne autonome, ça déséquilibre complètement le projet des autres. Ouais. Donc je trouve, c'est facilitant au départ, mais c'est bloquant, je trouve. C'est fragile après, c'est ça. Et puis la PCH mutualisée, elle scie la branche sur laquelle elle est assise, parce que si le but c'est que les personnes soient de plus en plus autonomes, ils devraient mathématiquement voir leur nombre d'heures de PCH diminuer et du coup fragiliser l'équilibre. Donc c'est un peu, on voit bien que c'est pas le financement le plus adapté. Néanmoins, il y a d'autres pistes auxquelles le législateur réfléchit et on peut espérer qu'on trouvera quelques solutions dans les mois ou les années qui viennent. Bon, ma dernière question, c'était quelle marge de manœuvre pour le conseil départemental donc 1,2%, c'est ce que je vous dirais, puisqu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, les départements, les budgets des départements sont extrêments contraints et ils sont même contrôlés et limités, sous surveillance, sous étroite surveillance, puisque la progression des budgets des départements, c'est 1,2% par an. Or, vous le savez sans doute, ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité dans la PCH ont une évolution qui n'est pas contrôlable et qui n'est pas contrôlée. Donc on a cette équation-là, nous, département, qui est un petit peu difficile à résoudre. Madame Darfeuille, la conseillère départementale, l'a effleuré dans ses propos introductifs, mais c'est une réalité extrêmement complexe à laquelle sont soumis les départements. Ça veut dire que finalement, en mettant en commun toutes les initiatives, toutes les ressources, etc.,
Ça permet de trouver des... En tout cas, on est plus intelligent à plusieurs reprises. Moi, ce qui m'a bien plu dans les témoignages de la journée, c'est à quel point, et ça, je pense que c'est quand même un des héritages de la loi de 2005 sur le handicap, et notamment à travers ce nouveau modèle de gouvernance qu'est la MDPH, finalement, avec le groupement d'intérêt public qui porte les MDPH, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, y compris les associations, dans la gouvernance des MDPH. Et je pense que depuis 2005, avec les MDPH ou dans le sillage des MDPH, les acteurs ont peut-être mieux appris à travailler ensemble. Et c'est grâce à toutes ces petites initiatives, toutes ces volontés partagées qu'on a pu faire avancer un certain nombre de dossiers. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié de voir à quel point, y compris dans les autres départements, la MDPH a ce rôle de clé de voûte ou d'assembleur dont on parle souvent. Moi, j'ai bien aimé aussi l'image du métier à tisser. Je pense que c'est une belle image. La réussite sera collective ou pas? On peut dire ça. Alors, sur ce qui a été dit éventuellement Gérard Milleret, puis après on prolonge avec la salle. Oui, je crois qu'aussi il faut voir le contexte actuel où on demande de fermer des lits par rapport à des problèmes économiques. Mais je pense que le danger, c'est quand même de laisser des patients à l'abandon, parce que malheureusement, c'est quelquefois des situations dans lesquelles on se retrouve. Et là, je pense que ça devient grave, parce que la stigmatisation, l'image qu'on peut renvoyer de ces patients violents, trop du comportement, donc ça, on s'aperçoit que les médias, c'est pour ça que je vous taquinais au début, là, quand ça s'est croisé, ça fait quelque temps, c'était pas vu depuis le mois d'avril, mais c'est vrai que, et vous m'avez dit, je suis plus journaliste, donc très bien, mais c'est vrai que des fois, on fait monter en flèche des histoires, et bien sûr, ça entretient cette image de personnages citoyens violents, etc. Bon, je crois que c'est pas ça. L'expérience montre que sont des usagers qui sont souvent victimes plutôt que violents et qui manifestement vont être exploités. Alors une enquête, je crois qui date maintenant de bien 7-8 ans, mais qui montre bien que si on compare la population, c'est une population qui est victime 12 fois plus de crimes, 400 fois plus de vols. C'est quand même quelque chose de flagrant. Et que ça, je pense qu'on ne peut pas dire on ferme des lits et puis ma foi on donne pas. Non, je pense que c'est vrai que faut reconnaître qu'on a peut-être été un petit peu lent, on n'a peut-être pas non plus, et puis un peu frileux par rapport aux années précédentes. Il n'y avait peut-être pas une culture, là, tout à l'heure j'évoquais le Nord, mais il n'y avait pas une culture ailleurs qui dise, oui, on fait sortir les patients. Il y avait toujours des côtés sécuritaires, y compris dans les professionnels. Et puis de l'autre côté, ma foi, on ne comprenait pas bien. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure de ce débat public qui avait été fait dans Vous avez la clé, était quand même intéressant, y compris pour les professionnels comme moi, parce qu'on s'apercevait que c'était encore... L'image que les gens avaient de la santé mentale était encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Quand on dit que la dépression, sans parler des psychoses, ça va être la deuxième cause de maladie après les maladies cardiovasculaires, c'est l'OMS, c'est pas moi qui le dis, dans 3-4 ans, parce que actuellement, et tant mieux, les soins pour les problèmes cancéreux régressent, eh bien ça fait quand même... les soins ne régressent pas. Oui, les soins, l'évolution régresse, l'évolution avance et on guérit beaucoup. La mortalité régresse. Voilà, je vais y arriver. Fin de journée, des fois trop. Donc ça, je crois que c'est important de bien voir qu'il y a vraiment une image qu'il faut arriver à restaurer. C'est une maladie, et ça... Le travail que je peux faire avec les médecins généralistes le montre bien, c'est une pathologie qui leur pose des sacrés problèmes dans tous les sens, avec, là aussi, il l'avoue, un manque de formation. Mais là, dans tous les témoignages de solutions mises en place qui ont été partagés au cours de la journée, on le voit bien qu'à chaque fois, le lien qui a été tissé avec la collectivité, avec la municipalité, avec l'environnement proche, c'est ça qui est le plus efficace par rapport à une grande campagne qui pourrait exister, qui servirait à rien. C'est la proximité qui va faire que l'acceptabilité, elle est totale. C'était l'esprit du secteur pour certains de travailler à la proximité. C'était pas une espèce de truc qu'on traîne derrière l'hôpital. Oui. Bon. Alors, question, interrogation. C'est le moment éventuellement de faire part de quelques interrogations, inquiétudes. En auriez-vous ? Bonjour, Hugo Martin, je travaille à l'UDAF, le service tutelle. Une ou deux réflexions par rapport à
tout ce qui a été dit pendant la journée. Appuyer là un peu où ça fait mal, quoi. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Moser-Moulin. Parlez bien près du micro. Oui. Vous disiez justement toutes les bonnes expériences qu'on a vues, donc ça c'est super. Pour un public qui est plutôt déjà maillé, entouré, qui est dans le soin, etc. Le problème, il est aussi sur l'autre public qui est dans la rupture de soins, très sévère, à domicile ou non à domicile. Et c'est vrai que pour cela, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens dans l'assistance, les métiers médico-sociaux, il y a un vrai besoin pour ce public-là. Et donc la question, c'est quelle perspective pour du maintien à domicile, ces gens-là, emmener le soin vers eux. Il y avait un serpent de mer à un moment donné qui était une équipe mobile médicale. Je ne sais pas si ça va voir le jour ou ça en est aujourd'hui. Ça, c'est une question, savoir s'il y a cette perspective-là. Et puis, vous parliez du SAMSA aussi, où il y a des délais d'attente. Le SAMSA Trait d'Union a des délais d'attente énormes. Donc voilà, il y a savoir si ça peut évoluer par rapport aux besoins. Et puis, une dernière question, savoir si on peut avoir un petit peu plus d'informations sur le 1 chez soi d'abord, en termes de délai, de place, ce genre de choses. Merci. Moi, je vais juste donner un élément de réponse par rapport au SAMSA, mais plutôt, c'est pas tellement prospectif, c'est par rapport au nombre de places qui a déjà été créé. On est passé de 14 places en 2009 à 54 en 2018. Donc, on peut considérer qu'il y a quand même un effort significatif de fait. Et là, tout récemment, il y a 12 places qui viennent d'ouvrir à Beaune. Donc, on est quand même dans une offre qui est dimensionnée. Après, oui, il y a une liste d'attente, mais il y aura peut-être des perspectives d'ouverture future. Mais en tout cas, là, on a déjà fait un effort assez significatif. Après, moi, je dirais que c'est une réponse collective et une responsabilité de tous. Moi, on m'a dit, vous en tant qu'UDAF, le secteur sanitaire, effectivement, on a des gens qui sont dans le refus de soins, qui sont dans le refus de beaucoup de choses. Pour autant, ils sont quelquefois connus de la MDPH ou connus des services sociaux ou connus par vous. Je crois que là, ça se transforme. Enfin, on voit bien toute la démarche qu'on fait. On travaille de plus en plus ensemble. Donc, toute la démarche réponse accompagnée pour tous aussi, qui nous permet, ou les Maya, de travailler autrement qu'on ne travaillait en 2010, 2012, 2013. Là, on est vraiment en train on se rend compte sur des situations très très complexes qui sont déjà connues du système. Pour autant, du coup, ça nous permet d'échanger sur d'autres situations. Alors, j'aime pas dire situation, mais sur des personnes, qui sont effectivement dans le refus, mais qu'on connaît. Et donc là, il y a tout un travail qui se met en place sur, alors j'aime pas trop ce mot, mais une co-responsabilité. Et voilà. Après, il y a des gens qui refusent totalement le tout. La question, éthiquement, c'est voilà. Et ils refusent. Quel est son projet? Alors, est-ce qu'il se met en danger? Après, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser, mais il a sa responsabilité. Alors après, je suis pas psychiatre, médecin, mais on peut être aussi dans c'est tout le juste équilibre. En tous les cas, on est des professionnels, il faut qu'on soit bienveillant ou on sait. Est-ce qu'on peut l'accepter collectivement? Je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on travaille. Quelle réponse donner Quelle réponse donner on ne peut pas parler à la place des autres déjà. Alors même si j'entends bien, ils sont sous curatelle, tutelle. Après, c'est des choix ou non subis. C'est des grandes réflexions, mais je crois qu'il faut l'avoir en tête. Et on leur a beau mettre tant de place, la psychiatrie ouverte. Le monde idéal n'existe pas. Et sur le chez soi d'abord, c'est une centaine de places qui vont être créées, soit sur Besançon, soit sur Dijon, puisque la commission, on a eu 2 dossiers reçus par 2 gestionnaires, je crois, ou un peu plus, oui. Passez le micro. Il y a peut-être Marie. Oui, alors moi je vais pouvoir vous répondre, mais de manière théorique, parce que justement sur le cadrage, le modèle, mais je suis sûre que dans la salle il y a des personnes qui ont porté au moins le projet de Dijon et qui pourront peut-être répondre plus précisément sur le cadrage théorique. Bon, comme ça a été dit, ce sont des appartements de coordination thérapeutique. Le cadrage juridique c'est ça. Le financement, c'est financement à moitié assurance maladie, c'est l'ONDAM spécifique. L'autre moitié c'est le budget hébergement logement de l'État.
Sur le cadrage aussi, le portage, il est forcément pluridisciplinaire. Il s'appuie sur un établissement, hôpital psy. Ici, c'est la Chartreuse, avec aussi un volet. Donc ça, c'est une première jambe. Là, j'allais dire, il y a une deuxième jambe, logement, forcément, puisqu'il faut aller chercher les logements et les mettre en adéquation avec les recherches. Et puis la troisième jambe, c'est la jambe sociale, forcément, avec l'accompagnement social donc les trois, c'est même plus que de la coordination, ils fonctionnent en même temps. Voilà, donc après, peut-être que quelqu'un dans la salle peut préciser des éléments sur le projet Dijonais ou Besançon, peut-être qu'il y a des personnes de Besançon aussi. La main s'est levée. Alors oui, sur le projet Dijonais, donc la Levez-vous, réponse... levez-vous. Oui, me lever. Voilà. La réponse viendra le 11 octobre, puisque les deux villes vont non pas concourir, mais présenter leur projet de chaque côté. Il faut quand même rappeler que c'est un accompagnement au logement, parce qu'il y a une confusion qui risque de s'installer rapidement. C'est pas une équipe de soins. Le dispositif chez soi, c'est vraiment un accompagnement au logement qui va demander des trésors de diplomatie et de coordination en termes d'aller vers le soin également. Certainement, en tout cas au niveau local, c'est sûr. Si c'est Dijon, c'est prévisible. Mais c'est vraiment un accompagnement, un dispositif d'accompagnement très serré, avec donc une visite hebdomadaire, avec bien sûr l'accord de la personne, soit dans le logement, soit en dehors du logement. Donc c'est un dispositif quand même qui est ambitieux en termes de place, qui est ambitieux en termes de difficultés cumulées chez les personnes qui vont postuler ou qui vont être orientées. Mais c'est très important d'entendre que c'est un dispositif d'accompagnement au logement et pas un dispositif de soins, c'est-à-dire qui va tout faire. Oui, merci pour ces précisions, Marie-Claude. C'est vrai que c'est important dans ce projet-là de bien voir les différents partenariats, et c'est ça qui est, je pense, très très positif. C'est-à-dire qu'il y a le logement, et puis il y a les soins, et puis il y a tout le système qui se fait à côté. Et ça, ce travail-là, il est remarquable. Et comme tu dis, ma foi, il va falloir faire preuve aussi de diplomatie, de compréhension, se comprendre les uns les autres. J'ai trop souvent entendu, ça c'est de la psy, ça c'est de l'éducatif, c'est du social, je m'en occupe pas. Moi après, le malade il fait ce qu'il veut. Donc je pense quand même qu'il faut, à mon avis, on peut plus travailler comme ça maintenant si on veut que les choses avancent et si on veut faire évoluer ce système qui est quand même un système qui reste encore, je le répète et je le répéterai encore très stigmatisant au niveau du large public. Pour l'équipe mobile, et bon, ça n'a pas été simple parce qu'elle devait démarrer, il n'y avait pas les moyens, c'est par redéploiement à partir de l'intra-hospitalier. Ça a tout son intérêt. On s'aperçoit, d'après ce que... Enfin, moi, je suis inconvaincu depuis moultes années. Là, il y a ce projet-là qui est porté par le docteur Beauvallot. Un autre collègue devait, à temps partiel, s'impliquer dans ce projet et être sur le terrain. Il a participé à nos réunions de préparation. Cette équipe donc est actuellement va intervenir, mais ce collègue, pour des raisons qui le regardent, a décidé, puisqu'il ouvrait un cabinet privé, de plus se consacrer au cabinet privé. Donc pour l'instant, il est porté par un médecin, mais on va commencer, il faut bien commencer de toute façon, parce que je pense que c'est important qu'il y ait ce relais. Et on s'aperçoit simplement quelque chose dont on n'a pas perçu les conséquences, je pense, au niveau des soignants, des infirmières coordinatrices qui simplement font le lien entre l'hospitalisation et le travail extérieur, qui soit en centre médico-psychologique ou ailleurs. Eh bien, ce travail porte ses fruits. Donc là, moi je suis inconvaincu, mais il faut aussi convaincre d'autres soignants. C'est un travail, à mon avis, qui va permettre une coordination et une amélioration des soins en n'étant pas trop dans l'intra-hospitalier, qui, à mon avis, a sa place. Il ne s'agit pas de raser les hôpitaux psychiatriques, mais qui fait partie du parcours de soins. Et cette coordination, l'équipe mobile sera un plus. Donc voilà, il y a
je vous aurais dit il y a 15 jours, je vous aurais dit voilà, il y a 2 médecins, un à temps partiel et l'autre. Là, malheureusement, on sait depuis 10 jours qu'un médecin préfère plus se consacrer parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir être opérant parce qu'il allait être sur 2 systèmes différents. Voilà, vous savez tout le monde sait. Oui, ici, puis là-bas, après. Là, première. Céline Scut. Oui, pardon, je voulais juste apporter une précision en fait par rapport à la mutualisation de la PCH sur nos projets. En fait, simplement, par exemple, sur notre projet de Roubaix, pour 9 personnes, on a une mutualisation sur les temps collectifs du lundi au dimanche. Sur Lille, pour 5 personnes, on a des mutualisations 5 jours par semaine. Et c'est pas le nombre des personnes qui fait le temps de mutualisation ou non, c'est bien que les besoins sont moins importants. Donc, faut pas avoir une idée de standardisation en fait de la mutualisation de la PCH, et c'est en ça que notre dispositif n'a jamais été déstabilisé par les entrées et sorties. Même si on part avec 2 heures de PCH, on rentre avec 1 heure, ça n'a jamais déstabilisé nos projets. Donc c'était juste une précision. Il y avait une question dans le... Voilà. Levez-vous. Comme ça, le micro va vous être mis dans la main. Juste le temps que le micro arrive, je vous signale qu'il n'y a pas de progrès sans mesure. Dans le cadre d'une démarche d'amélioration permanente, vous avez dans vos recueils une fiche d'évaluation. Il serait bien de penser à la remplir et de la remettre tout à l'heure avant que vous repartiez, de manière à améliorer, si tant est que ce soit possible, mais ça l'est, la prochaine réunion qui pourrait être organisée. Voilà. Évaluation. Merci. À vous, là-bas. Bonjour. Moi, oui. Allez-y. C'était juste 2 petites remarques depuis par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui et tous les dispositifs en cours et en projet. 2 choses par rapport à ma pratique. Je suis éducatrice spécialisée en psychiatrie, pas du tout dans le coin, mais peu importe. Et on se rend compte, nous, de l'importance de la progression, du temps nécessaire pour que la personne puisse, avant d'être dans un logement tous les jours, de faire une après-midi, une soirée, une nuit, sur un mois, suivant les besoins de la personne. Ça, je l'ai pas trop ressenti, mais après, peut-être que voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est l'importance qu'on peut voir aussi du travail avec l'environnement, mais familial aussi, s'il y a des enfants, les parents, etc., de travailler à la séparation. Je l'ai pas ressenti non plus, alors peut-être parce qu'on n'avait pas le temps d'être dans ces domaines-là, mais c'est 2 éléments, moi, qui me manquent un peu sur la journée d'aujourd'hui. Voilà, merci. Oui, ça peut être une transition, mais malheureusement, moi, dans la journée dont je voulais parler, du 10 octobre, on n'évoquera pas ces questions-là, mais c'est pas grave. Non, je voulais simplement, dire un mot, puisque pour faire la suite de cette journée-là, on va organiser, nous, dans cette même salle d'ailleurs, la MDPH, une journée autour de aussi l'habitat inclusif, toutes les nouvelles modalités d'accueil, qu'on appellera institution, inclusion, parcours, quel établissement pour demain, et on verra si l'établissement de demain est vraiment un établissement, ça sera une question. Donc ce sera le 10 octobre ici toute la journée, et c'est gratuit, et vous êtes tous les bienvenus. Voilà, c'est bientôt. Sur la remarque qui a été... Il faut s'inscrire bien sûr auprès de la MDPH. Sur la remarque qui a été faite il y a quelques instants sur la nécessité aussi de rappeler le rôle de la cellule familiale, etc., etc. Oui, qui n'est pas apparu. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas toujours simple. Souvent, les liens familiaux, ça fait partie de l'institution. Ouais. On oublie un peu celui qui est resté à l'hôpital, et ça, malheureusement, c'est quand même une réalité de terrain. Et quelquefois, malheureusement, c'est peut-être un peu provocateur ce que je vais dire là. D'un seul coup, on apparaît. Moi, je me rappelle d'une situation d'un service où il y avait énormément de patients au long cours. Un collègue a pris le problème à bras-le-corps et il s'est fait, à l'époque, je sais quand j'arrivais dans le service, vous aviez un malade qui était hospitalisé depuis 1943. Je ne sais pas si vous imaginez. Et il n'avait aucune famille connue et tout ça.
Et dès qu'on a commencé à dire, mais ce monsieur, c'est pas parce qu'il délire qu'on peut pas le mettre dans une maison de retraite, ce qui a été fait, on a vu apparaître des neveux qui ont dit, mais nous, il n'est pas question qu'on paye. Hein. Donc il faut voir aussi, je dis, hein, c'est provocateur, mais il y a aussi cette réalité. Hein. Allez-y. Alors, moi, je voulais faire deux remarques. La première, donc, pour rassurer ou ne pas rassurer les curateurs de l'UDAF, il y a des personnes qui sont sous curatelle, qui sont suivies régulièrement. Il n'y a pas de rupture thérapeutique, en particulier suivi au centre de santé polyvalent de l'ASDAT, qui n'est pas sectorisé, et donc qui est indiqué pour toutes les personnes qui sont en situation de grande précarité. Et ces personnes qui sont suivies régulièrement, qui prennent leur traitement régulièrement dans ce centre de santé, n'ont malheureusement pas de logement. Moi, j'en ai plusieurs comme ça qui n'ont pas de logement depuis plusieurs mois, alors qu'elles sont vraiment suivies régulièrement. Les consultations ne sont pas ratées, les injections sont faites régulièrement, mais elles sont en attente de mois en mois. C'est très très long, et je trouve que c'est quand même regrettable. Bah oui. Et la deuxième remarque que je ferai quand même, je n'ai jamais fait autant de sorties que l'été dernier, depuis qu'on ferme des lits sans avoir prévu en aval des foyers d'accueil médicalisés. Je n'ai jamais fait autant de sorties l'été dernier pour des patients qui sont partis au foyer Sadi Carnot. Je peux vous garantir, ce n'est vraiment pas satisfaisant du tout sur le plan du travail qu'on a pu faire avec eux. Et je crois qu'il serait quand même grand temps de créer ce deuxième FAM qui est demandé sur la région Côte d'Or, enfin sur le département de la Côte d'Or, afin qu'on puisse effectivement fermer des lits dans des conditions satisfaisantes. Parce qu'il y a bien dans les lits des patients qui ne devraient plus y être, qui ne relèvent plus du sanitaire, mais qui relèvent bien du médico-social. Encore faut-il un lieu pour les accueillir. Alors, pour avoir visité les deux unités, la Chartreuse, voilà, Arc-en-Ciel et voilà, sur des patients là qui sont vraiment, je peux le dire, de manière asilaire accueillis. Donc là, on va travailler. Oui, mais enfin, c'est très fermé avec une voilà depuis des années. Donc là, on a le projet d'ouverture d'une maison d'accueil spécialisée. Et puis, comme je le disais, depuis plusieurs gouvernements, et là la secrétaire d'État, on parle bien d'inclusion. Donc c'est pas forcément, c'est réfléchir aujourd'hui à quels sont les publics accueillis dans les institutions femmes masse. Est-ce que ces personnes, certaines, ne pourraient pas intégrer aussi un autre parcours que leur proposer forcément le FAM, et peut-être d'intégrer dans les femmes qu'on a aujourd'hui, voilà, au moins se questionner. Voilà. Alors, je vous assure qu'avec nos assistantes sociales, on se questionne beaucoup. On fait des projets, on essaye de réaliser les projets, et malheureusement, dans un certain nombre de cas, ça ne marche pas. C'était pas pour vous. C'était pour dire. Moi, je parlais des patients qui sont en unité d'admission, qui n'ont rien à faire en unité d'admission. Hein. Ce que je disais, c'est voilà, aujourd'hui sur des gestionnaires, voilà, mais on en parle, voilà, avec eux, se questionner sur le public qu'on accueille dans des institutions, voilà, dans des foyers, ceux qui sont en foyer de vie, voilà, est-ce qu'ils peuvent pas avoir d'autres modes de logement, et ces places pour des personnes peut-être en SAS. Il faut qu'on réfléchisse. Au lieu de créer des places, voir avec l'existant aussi comment on peut proposer des parcours à des personnes, voilà, selon leur projet. Mais j'entends l'urgence et j'entends le décalage administratif par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Mais je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des diagnostics précoces, sur l'accompagnement des jeunes à l'école. Donc le système évolue, la société évolue, mais ça prend effectivement plus de temps que le besoin que vous avez aujourd'hui. Je l'entends. S'il y a encore une question, on la prend avec plaisir, on a le temps. Autrement, bon, j'ai senti, et vous l'avez senti aussi, qu'il commençait à y avoir quelques évaporations. Donc, il ne faut pas non plus éterniser pour respecter l'horaire qui... Hein. Alors je fais juste une remarque. Eh ben, faites-la. Parce que quand j'entends ces propos de répondre aux besoins, de créer des établissements par le fait qu'il faut sortir les personnes des établissements existants, alors qu'on voit la difficulté justement de trouver des solutions pérennes à adapter, franchement c'est quelque chose qui est extrêmement violent pour moi. Donc je crois que je préfère le dire là maintenant plutôt que de sortir avec ce sentiment de colère, parce que je crois que les équipes dans l'ensemble des établissements font le nécessaire pour justement essayer de trouver des solutions, et qu'il y ait des
passerelles qui soient faites dans la mesure du possible. Et je ne peux pas entendre, moi, en tant que travailleurs sociaux depuis 35 ans, d'entendre qu'on peut répondre à un manque de création de dispositifs ou d'établissements par le fait qu'il faut sortir les personnes qui sont en établissement. Et je pense que... C'est pas sorti systématique. J'ai bien, heureusement. Enfin, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est pour moi, ça peut pas être, c'est clivé comme ça. Hein, je pense qu'on est tous dans l'envie, tous quand on est dans les institutions dans lesquelles on est, les établissements dans lesquels on est, c'est que les gens puissent sortir de nos établissements. Mais dans la mesure du possible. Mais il faut savoir qu'il y aura des besoins qui doivent continuer à être pourvus au sein de nos établissements pour une certaine catégorie de population. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des manques qui existent et l'inclusion ne peut pas être une réponse systématique qui nous est opposée par rapport à ces besoins qui sont exprimés. J'avais besoin de le dire parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui le mot inclusion depuis un an est le phare sur lequel on est à chaque fois qu'on évoque les manques qu'il y a. Et voilà, je ne serai pas plus longue, mais j'avais besoin de le dire. Mais vous l'avez bien dit, hein. Non, effectivement, c'est pas une fin en soi, mais le fait d'en parler, ça fait au moins réagir les gens. Et effectivement, d'avoir des solutions. Je prends le CHS de la Chartreuse. Voilà, on a été visité, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer comme projet de vie ? C'est au moins se questionner si effectivement il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement 365 jours par an dans un établissement, dans le secteur médico-social. Mais on a peut-être aussi des personnes qui ont d'autres projets et c'est se questionner sur les projets de vie des personnes. Voilà. Mais on est bien dans le lien, enfin c'est le parcours, l'ouverture du sanitaire, du médico-social, du social. On était très cloisonnés, même conseil départemental ARS. Voilà, on avait des approches très aller voir le CD, aller voir l'ARS. Non, enfin, on est vraiment dans cette approche. Quand je dis inclusion, c'est aussi l'inclusion même des acteurs. Voilà. C'est fondamental. Ça permet peut-être de finir sur une note un peu optimiste et positive. On a objectivement, je ne vais pas refaire l'histoire de l'évolution du secteur médico-social depuis 2002, la loi 2002. Certains sont beaucoup plus qualifiés que moi pour faire cet exercice-là, mais on est quand même obligé de constater de manière positive qu'on a pris un virage important. Moi, je cite toujours la loi de 2005 sur le handicap. D'ailleurs, c'est elle qui a fait entrer le handicap psychique dans le secteur du handicap, au sens large. On a aujourd'hui de nouveaux outils, on a de nouveaux dispositifs qui vont dans le sens d'un décloisonnement, en tout cas, moi je parle pour ce qui nous concerne, des acteurs. On parle par exemple de la démarche réponse accompagnée pour tous. Encore une fois, ce sera l'objet de notre journée du 10. On y croit vraiment parce que ce sont des outils et des dispositifs qui permettent de décloisonner les choses. Et encore une fois, ce n'est qu'en décloisonnant les choses qu'on arrive à des résultats. Et on arrive objectivement à des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, ni que l'inclusion est la réponse à tous les maux. Gérard Milleret. Bon, d'abord, moi, j'ai trouvé sans vouloir passer de la procédure ou quoi que ce soit, cette journée passionnante avec tout un tas de réflexions, d'expériences que je trouve particulièrement positives. Et je pense que ça nous permet quand même déjà d'aller plus loin et puis de voir des choses d'une manière un peu plus constructive. Mais une chose peut-être qu'on n'a pas assez... Je comprends d'ailleurs les intervenants. Moi, je suis toujours surpris et en cela, je félicite tous ces acteurs parce que le temps de mettre un projet, de persuader les professionnels, de les mettre autour d'une table des différentes, on l'a assez dit ça, hein, de pouvoir trouver des opportunités, parce que c'est vrai que je crois on n'est pas en train de dire il faut ci, il faut ça. Bon, je pense que on l'a bien vu tout à l'heure, hein, par rapport à la demande, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut proposer, mais bon, ça demande beaucoup d'énergie et en cela, moi je crois que je me permets de féliciter tous les acteurs parce que c'est pas simple. On a vu, et j'ai mis le doigt sur ces problèmes déjà au niveau des élus. Encore une fois, la stigmatisation, ça existe. Encore une fois, on a des titres de journaux qu'on aimerait mieux ne pas voir, surtout quand ils sont complètement inappropriés. Donc ça entretient toute une image. Il y a un travail qui se fait avec nos collègues du Nord qui s'appelle Santé mentale en population générale. On a fait cette enquête en 2000.
On est en train de la refaire en ce moment sur nos départements, même s'il y a eu un petit couac, il n'y a pas eu de petit couac, il y a eu quelqu'un qui a changé de poste et la personne qui était, coordinatrice de cette enquête, eh bien, elle est partie, donc on va la continuer. Mais c'est pour vous montrer quand même que l'évolution, elle est quand même pas simple. Et vous savez, et là je vais prendre, pour ceux qui me connaissent, la casquette de l'histoire, on a créé des asiles au XIXe siècle, et cette image, elle reste encore présente. Hein. Moi j'ai entendu dire, avec des gens qui, avaient une certaine situation sociale, je suis allé faire un tour de jogging autour de l'asile. Hein, je vais faire un jogging autour de l'asile. Alors au début, je croyais que c'était une blague qu'on me faisait en sachant ma profession, ils me connaissaient pas, et c'est encore réel tout ça. Hein. Donc il faut bien vous dire que la souffrance psychique, ça historiquement, ça n'a pas toujours été rejeté. Hein. On a eu un roi qui a souffert de gros problèmes, qui s'appelait Charles VI, dans un moment donné où où la France allait mal. Hein. Eh bien, on le gardait comme roi. Hein. Et je pense que c'est important de savoir que quelque part, l'histoire n'a pas toujours rejeté les gens qui souffraient mentalement. Hein, ça, c'est aussi des choses qui sont à percevoir et qu'on garde encore. Alors, l'asile, c'était quelque chose au bon sens du terme, puisqu'on donnait asile à des gens qui étaient en souffrance. On protégeait. Voilà. Après, il y a eu ce réveil, hein, il faut quand même saluer nos maîtres comme Bonafé, Paumel, Balvet, enfin des gens qui ont réagi en disant il faut qu'on fasse autre chose. Et qu'on travaille à proximité, et ça renvoie à la citoyenneté. Ce sont des citoyens comme les autres. C'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il n'est pas citoyen, qu'il n'appartient pas à la cité. Je voudrais qu'on termine sur cette note. Hein. On est diabétique, eh ben on est citoyen aussi. C'est pas parce qu'on est diabétique. On est insuffisant respiratoire, on est citoyen. Hein. Donc je crois que c'est pas parce qu'on est en souffrance, parce que on a des problèmes psychiques qu'il faut être un renégat et quelqu'un qu'on rejette. Exclu. Voilà. Marginalisé. Voilà. Alors. Je voulais simplement, il y a quelques jours, des élus sont venus de bords différents, avec des fonctions différentes. Il y avait la présidente de notre conseil local, des gens de la municipalité de Longwy, il y avait une élue parlementaire, et ils ont visité ces appartements dont on a parlé. Et il y avait un patient, je vais l'appeler, par respect de la confidentialité, on va l'appeler Pierre. Et on lui a posé la question, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est là depuis 1 an à peu près. Et on l'a vu, un sourire, je suis heureux, dit-il, hein, je suis heureux, je gère ma vie, mon quotidien, je vais faire mes courses, je fais ma cuisine et tout ça. Et c'est quelqu'un qui a profité déjà d'un premier temps dans une maison communautaire, qui maintenant est dans un studio dans cet appartement accompagné. Et je crois que c'est le reflet de l'effet positif de ces personnes qui retrouvent une autonomie, retrouvent une place dans la société et qui peuvent arriver à être autonomes, hein, avec quand même, on vous l'a expliqué, un minimum d'encadrement par rapport à tout ça. Et ça, je crois que ce témoignage, ça a renforcé, et c'est vrai que les élus qui étaient là ont été tout à fait, stupéfaits d'entendre quelqu'un comme ça qui avait une vie alors qui a été très 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 problématique, hein, mais cette personne qui avait eu d'énormes problèmes, qui a été en hôpital psychiatrique des années, et qui d'un seul coup retrouvait une joie de vivre, un quotidien tout à fait positif. Donc je crois que on peut terminer sur cette note-là. D'optimisme. Voilà. Merci beaucoup. Alors.